bonsoir à tous. Bien évidemment, je suis enchanté d'être parmi vous ce soir. Peut-être deux mots, donc je m'appelle Stéphane Poufari. Je ne vais pas vous parler tout de suite d'énergie 2050. Ça va le son ou non? Faut que je me mette plus proche? Là, c'est bien? Bien. Donc je disais, je ne vais pas vous parler simplement d'énergie 2050 parce que j'ai une double tâche, c'est d'abord de cadrer un peu le débat entre guillemets et deuxièmement je vous parlerai bien sûr de quelques pépites que nous essayons de mettre en place dans le sein d'énergie 2050. Donc moi je travaille sur les sujets du développement durable depuis à peu près 25 ans dans le cadre d'institutions onusiennes et internationales, dans le cadre aussi d'institutions nationales et puis depuis quelques temps dans le cadre du milieu associatif. Donc énergie 2050 c'est un des bébés que j'ai créé, que nous avons créé à plusieurs et qui commence à se développer, donc je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors effectivement, le clin d'œil, donc en 10 minutes, ça va être un petit peu challenging, mais l'objectif est de se rappeler finalement de quoi on parle. Parce que finalement, on parle tous d'une évidence, on pense qu'elle est partagée, mais finalement, est-ce qu'elle l'est vraiment? Et si on regarde dans l'agenda international, est-ce que finalement, depuis 40 ans, on n'a pas eu tendance à force de répéter les mêmes choses, très légèrement s'égarer et être confronté à une urgence, alors qu'on puisse l'avoir sur quelques sujets que ce soit, ben finalement on est confronté à un monde en urgence et qui s'est traduit il y a quelques mois, en juin 2012, à Rio, aux 20 ans du sommet de la Terre. Et l'ouvrage qui en est sorti s'appelle « Le futur que nous voulons », qui est encore une phrase légèrement incantatoire, puisque nous voulons, 20 ans après, 40 ans après la conférence de Stockholm, peut-être que nous aurions dû dire « le futur que nous faisons » par rapport à un passé que nous avons compris. Donc pour faire vite, alors bien évidemment, nous sommes confrontés à un monde qui a témoigné de ses limites, de son modèle. Je ne vais pas passer ces chiffres-là, bien évidemment, mais de fait, température, questions alimentaires, solidarité ou autres, font que notre monde est en urgence. Notre modèle de développement a montré un certain nombre de ses limites. Un monde de défis, des ressources, je vous en ai cité quelques-unes, un homme qu'on peut considérer comme prédateur, puisque pour la première fois dans l'histoire collective, l'homme peut mettre en péril la survie même, non pas du monde, mais à minima du modèle sur lequel s'est basée son histoire contemporaine. Alors évidemment, se souvenir de quoi on parle, c'est intéressant. Parce que quand on parle chez nous, par exemple, d'une transition, ça veut dire quoi globalement, cette transition? Ça veut dire qu'il y a des pays qui ont des empreintes en termes de ressources qui sont très faibles, qui ont aussi, assez souvent, des indicateurs de développement aussi très faibles. Et d'autres pays qui ont des empreintes en termes de ressources très élevées et assez souvent des indicateurs de développement très élevés. Et le développement durable, au lieu de le voir simplement comme trois petits cercles qui s'empruntent, qui se mélangent, c'est peut-être de l'imaginer en se disant qu'est-ce que nous, on va tous devoir faire ensemble pour que le bateau collectif puisse arriver à bon port. Ça, c'est l'aventure, ça, c'est l'histoire, c'est ça le futur que nous faisons ou que nous ne ferons pas. C'est une décision qui doit bien évidemment être collégiale avant même de devenir locale, voire même entrepreneuriale. Alors évidemment, dans tout ça, on a un petit agitateur, ce serait trop facile. Déjà, les chiffres ne sont pas très tendancieux, enfin, ne sont pas très sympathiques. Mais en plus, on a un agitateur qui s'appelle le climat. Alors le climat, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas un problème en soi. C'est un problème qui exacerbe des problèmes existants, c'est clair. Les problèmes d'eau, les problèmes d'accès à l'énergie, les problèmes de répartition de la richesse, les problèmes de quitter ou autres, existaient déjà avant et existent depuis un certain nombre de décennies. Le climat ne fait que les agiter et, chose nouvelle, c'est pour ça que je marque souvent c'est une opportunité. Il nous questionne au nord comme au sud. Ça, c'est intéressant. Sur les trajectoires que nous allons devoir mettre en place, nous sommes pour la première fois à peu près tous dans le même bateau. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est dans le même niveau des ponts, mais à minima, on est dans le même bateau. C'est intéressant. C'est relativement inédit dans notre histoire collective. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire peur avec les chiffres, parce que ce n'est pas l'objet de ce soir, on a aussi parlé d'inspiration. Évidemment, ça ne se passe pas très bien. On continue à négocier sur un scénario de 2 degrés, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se repasser à Varsovie à la fin de l'année, c'est ce qui s'est passé à Doha, à Durban ou ailleurs, alors qu'on est sur une trajectoire entre 5 et 6 degrés. Cherchez juste l'erreur, ça s'appelle un grand écart. Au niveau international, on appelle ça le gap. Donc effectivement, est-ce qu'on va saisir cette opportunité pour re-questionner nos modèles de développement et de solidarité? Ça, c'est plus intéressant, et là, je pense qu'on peut commencer à travailler très concrètement à ces pépites dont parlait Odile. Alors, je vais vous donner juste 2 exemples. Ville, énergie. Et je resterai bien dans mon temps des 10 minutes. Énergie. Alors là, c'est formidable. C'est la plus belle histoire de schizophrénie collective. On en manque, mais on en trouve beaucoup. Mauvaise nouvelle, on en a suffisamment pour dérégler complètement le climat à bien au-delà des 6 degrés. Mais néanmoins, on en manque parce qu'on en consomme plus, tous et partout. Formidable. Et dans le même temps, on continue à subventionner de manière massive, au niveau mondial, les énergies qui ont causé l'origine du problème climatique. Cherchez là aussi l'erreur. Juste 2 chiffres. Subventions aux énergies renouvelables au niveau mondial, 88 milliards d'euros au niveau 2011. 600 milliards d'euros au niveau mondial. Cherchez juste l'erreur. On a besoin pour financer le financement climat au sud de 100 milliards d'euros par an. Donc ça, ce sont des relations totalement schizophréniques. Le FMI,
qui n'est pas un pro-environnement, vous le savez bien évidemment, mais qui néanmoins sait manier des chiffres, paraît-il. Le FMI a sorti en janvier 2013 un rapport qui nous explique que nous dédions actuellement 9% du PIB mondial à la production électrique. Si vous faites le lien avec ce que je viens de dire juste avant et avec les problèmes climatiques, vous cherchez juste l'erreur et vous voyez qu'il y a des trésors d'imagination en termes d'économie d'énergie, d'énergie alternative ou même de création d'activités sur tous ces secteurs. Alors je ne vous rappellerai pas les chiffres sur la facture énergétique au niveau mondial, mais juste peut-être se souvenir qu'on a à peu près un tiers de l'humanité qui n'a pas accès à l'énergie. Donc quand on parle de transition énergétique, peut-être qu'il y a aussi des questions à prendre en compte et qu'il y a plein d'autres choses par rapport aux liens sur la santé, sur l'agriculture, par rapport à la question énergétique. Deuxième défi, qui est assez intéressant, juste en titre d'illustration, la ville. Alors on en parle tous, on est tous dans la ville inspirée. Vous verrez, nous avons nous-mêmes un programme qui s'appelle Ville inspirée. L'air de rien, les villes, c'est 4% de la tâche mondiale, la tâche de la surface terrestre qui est dédiée aux villes. Mais c'est une contrainte assez incroyable en termes d'usage des ressources. Nous travaillons dans un programme qui s'appelle Resource Efficient Cities pour qu'on essaie d'élargir les périmètres de comment on va essayer de mesurer la performance d'une ville pour prendre simplement aussi en compte les flux. Les flux qui existent, pas simplement un bilan carbone ou autre, ou un plan climat ou autre, mais peut-être élargir et se prendre en compte finalement tous les cercles d'influence pour essayer de travailler sur comment on va essayer de gérer cette tension. Parce que non seulement on a une tension, mais cette tension, elle va vite. Dans les 2 prochaines décennies, nous allons avoir 2 milliards d'urbains en plus en Afrique. Tout le monde pense que ça va se passer en Asie, mais non, ça va se passer en Afrique. Et ceux qui connaissent la ville africaine, c'est une ville subie, étalée, de contraintes, de l'informel qui devient du formel et qui devient périphérique. Donc chez nous, nous avons des choses à faire, mais vous voyez très bien qu'il y aura obligatoirement une logique à se projeter pour qu'on puisse trouver des outils et des modèles qu'on puisse transférer. Donc ça, c'est la question de la ville. Alors, juste pour que vous voyez les petits chiffres que ça veut dire, si après on doit imaginer l'impact sur le bâtiment, les bâtiments, on veut dire, par exemple, pour accommoder ce nombre de personnes, ça va vouloir dire dans les quelques prochaines décennies, d'ici 2030, à peu près construire 200 villes comme Paris. Alors, et juste pour revenir à la question énergétique et à la question de développement, je suis toujours dans les temps, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que chaque fois qu'on a une action qui se trompe, aujourd'hui, prenez l'exemple du bâtiment, vous avez ce que l'on appelle un effet de verrou. Si on construit mal un bâtiment aujourd'hui, nous avons 50 ans de fonctionnement du bâtiment à gérer. Si on construit mal un aménagement urbain aujourd'hui, nous avons 70 ans d'horizon à gérer. Ça s'appelle des effets de verrou. Donc vous voyez bien que là, l'innovation, l'anticipation, on n'est plus dans le « nous voulons », nous devons être dans le « nous faisons ». Chaque bâtiment qui se construit, 5 milliards de mètres carrés par an en Chine, à peu près 0,01% qui sont avec des performances énergétiques. Et ce ne sont pas les plus mauvais. Juste pour vous dire, nous sommes dans une urgence. Alors évidemment, je vais vous dire, la bonne nouvelle, c'est que derrière ça, on sait à peu près tout. On a plein de pépites économiques qui nous expliquent que le coût de l'action versus le coût de l'inaction est en faveur très largement de l'action. C'est des rapports de 1 à 10. 1 à 5 à minima, 1 à 10. Alors là aussi, posons-nous les bonnes questions. Où devons-nous mettre nos forces vives pour transformer, pour créer une transition ? Je vais faire un petit clin d'œil sur le débat énergétique français. Le GIEC, que vous connaissez tous, a fait un travail en 2011, j'ai eu la chance d'en être un expert reviewer, sur les potentiels de développement des énergies renouvelables. Ils ont fait tourner les 164 modèles internationaux qui permettent de modéliser le développement de l'énergie dans les 30 prochaines années. Et ils sont arrivés à un scénario sous réserve de la mise en place des politiques et des mesures de exactement 80% potentiellement de pénétration. Juste à garder en mémoire par rapport à tous les débats que nous pouvons avoir ici ou ailleurs. Alors je suis à 7 minutes, donc je suis presque en avance. Je vais donc pouvoir prendre les 5 petites minutes pour vous faire une petite synthèse et ensuite vous parler d'énergie 2050. Vous avez bien compris que mon propos n'est pas de nous écraser par les chiffres. J'aurais pu le faire, les chiffres sont douloureux. Je trempe dedans depuis tellement longtemps que quand on manipule les chiffres et quand on regarde sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un sentiment d'alerte, un sentiment d'urgence. Ça a été dit tout à l'heure, chaque vecteur, chaque acteur, chaque partie prenante de la société doit se réapproprier cette question. Alors, ce n'est pas un vœu pieux, vous allez voir qu'on essaye très modestement de contribuer à cette transition, mais ce n'est pas un vœu pieux, mais c'est un vœu d'urgence. Pourquoi? Parce qu'on s'est posé, à la genèse d'Énergie 2050, une question. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est une question importante qu'on n'aborde jamais, puisqu'on est tous persuadés qu'elle marche. Alors, celui qui effectivement vit dans une caverne, sans nouvelles, et qui ne voyage pas, peut penser qu'à terme, nous y arriverons. Vous expliquez quelques chiffres, on n'y arrivera pas. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Et nous, on a juste une question. Alors, on n'est pas sûr de la réponse, quoique. On se dit, ça n'a pas marché parce que peut-être qu'on ne parlait pas du même sujet.
Est-ce qu'on parle tous du même sujet quand on parle du développement? Est-ce que quand on parle de la solidarité, est-ce qu'on parle tous du même sujet? Est-ce qu'on parle d'un territoire durable, on parle du même sujet? Je ne suis pas sûr au niveau international. Pour avoir trempé dans suffisamment de conférences et de meetings au niveau international, je peux vous dire, je ne crois pas qu'on parle du même sujet. Et peut-être qu'avant de continuer à travailler sur des pépites, peut-être qu'on doit se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est ça ce futur que nous faisons. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Entrepreneurs, politiques, société civile, ou autre. Quand je dis autre, c'est tous les autres types d'organismes qui peuvent exister. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? C'est ce que nous on appelle le nouveau partage de l'inspiration. Alors au niveau humaniste, on a fait des papiers pour Rio+20, c'est ce qu'on appelle redéfinir un imaginaire collectif. Mais c'est vachement important. Est-ce qu'on pourrait par exemple imaginer qu'on ait une complicité intelligente pour changer nos modèles de développement? Ça ne veut pas dire vivre dans des cavernes comme l'ont dit certains, ça ne veut pas dire vivre à l'âge de la bougie, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire, est-ce que dès lors que je fais une action sur de l'éclairage, je fais un clin d'œil, ou sur de l'isolation, ou sur un aménagement urbain, je ne peux pas me poser la question juste de la barrière, de la frontière, pour peut-être que mon action soit duplicable. Intéressant. Et ça marche. Il y a des pépites, et là pour le coup, il y en a partout. Et ça c'est intéressant. Et nous pensons que cette redéfinition du partage collectif peut créer les prémices d'une action collégiale. Et nous pensons aussi que le citoyen peut être un acteur engagé, sous réserve qu'on arrête 30 secondes, de le prendre pour un expert. Il ne peut pas être expert, c'est la mauvaise nouvelle. C'est tellement compliqué nos métiers, que si on faisait le tour des gens dans la salle, on ne peut pas être expert en tout. Demander à un citoyen de se positionner quand il a compris l'intégralité des enjeux, non. Mais le citoyen, parce que lui aussi il est père et mère de famille, le chef d'entrepreneur est aussi un père et une mère de famille, il peut se poser la question, quel est le futur que je veux faire, auquel je veux contribuer? Ça commence à être intéressant, parce que les réponses derrière sont pertinentes. Alors Énergie 2050, c'est exactement ça. On s'est dit, finalement, allez banco, on y va, on va essayer d'apporter notre petite brique à cet élément de réponse. Et on a créé une aventure qui travaille sur ce qu'on appelle la grande transition. La grande transition, c'est quoi? C'est entre autres la transition énergétique, la transition sociétale, la transition sur le genre, l'usage de la terre, la transition, d'une manière générale, respectueuse des ressources naturelles. Et vous verrez, et vous allez voir, j'espère, et vous allez percevoir avec moi, que ça marche. Parce que finalement, il y a plein de gens qui ont envie de cet air frais, et c'est un terrain commun de création d'innovation. Alors évidemment, on travaille sur plein de sujets, c'est tous les sujets qui sont propres à la transition énergétique et ou d'une manière générale. Donc le bâtiment, la ville, l'agriculture, le genre, l'énergie bien sûr, vous l'avez compris. Donc ça, c'est tous les secteurs sur lesquels nous travaillons. Nous avons actuellement 50 nationalités présentes dans notre réseau. C'est une association qui est basée ici à Biot, mais nous avons 50 nationalités et vous le verrez ensuite, nous avons déjà quelques belles pépites en termes de projets. Évidemment, nous travaillons, alors c'est la phrase que tout le monde aime bien utiliser, le local et le global, mais pour nous, le local, pour avoir suffisamment tous les uns les autres trempés dans des projets, c'est se dire comment je peux trouver, dès lors que j'ai une action qui marche, les moyens de la dupliquer avec une rareté de finances. Voilà, ça c'est la vraie question. Et je peux vous assurer qu'il y a des gens qui savent faire modestement, d'autres qui deviennent ambitieux, c'est intéressant. Donc dès lors qu'on va dupliquer, et pourquoi on travaille au global dans les négociations climat ou autres? Parce qu'il faut inspirer le local pour qu'il n'oublie jamais ce qui se passe ailleurs. Des fois même dans son quartier à côté, pour des questions de précarité ou autre. Ça, c'est la véritable solidarité qui doit s'inscrire nord comme sud. Alors évidemment, on travaille sur des projets, on travaille sur des publications, on travaille sur des réseaux et on travaille sur de l'advocacy, du plaidoyer. Tout ça, c'est un petit peu logique. Alors je vais vous citer quelques exemples, parce que sinon vous allez dire, bon, c'est un humaniste. Ben ouais, je suis super humaniste, mais l'air de rien, je crois au concret. Ça, c'est l'approche entrepreneur, c'est l'approche innovation. Moi, le concret, il n'y a que ça qui me parle. J'ai eu la chance de faire des projets dans plus de 60 pays et ça, j'y crois. Et si on fait le total de tous nos membres, on a fait des projets quasiment à peu près partout. Modestes, grands des fois, exceptionnels parfois, des fois ratés, j'assume, et je pense que c'est intéressant. Nous devons comprendre nos erreurs dès lors que nous avons un modèle qui n'a pas fonctionné. Alors, quelques exemples. Nous gérons une initiative actuellement qui s'appelle Bâtiment et changement climatique du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Très concret. On travaille sur quoi? Sur des méthodologies carbone-bâtiment. C'est bien au-delà du bilan carbone, c'est comment on peut donner une valeur à la vertu environnementale. Très intéressant. Et ça marche. Les pays du Sud font du financement avec ça. D'accord? Chez nous, on n'est pas encore au point de mesurer. Intéressant. En France, on a des stratégies. Pour l'instant, on n'est pas capable de mesurer la performance réelle, de manière analytique, d'un bâtiment ou d'une ville. On va devoir y arriver, on le demande aux gens du Sud. On travaille dans ce cadre-là. Donc ça, c'est l'initiative Sustainable Building and Climate Initiative. On a un projet, pour vous montrer un projet aussi ancré localement, qui s'appelle NEZED. Alors là, c'est un projet que, pour le coup, on a lancé la semaine dernière, qui est financé par la Commission européenne. Alors, j'ai oublié de vous dire que dans le premier réseau, il y a à peu près 90 pays qui sont présents, et c'est les Nations Unies qui pilotent ça. Et nous, on a le privilège d'être les présidents de cette initiative depuis 2 ans. Et évidemment, on est membres actifs, et on se concentre sur les pays à bas revenus, en particulier l'Afrique, et aussi une partie, ce qu'on appelle les États insulaires.
Dans le projet NEZ, hôtel presque zéro énergie, alors là vous entendez bien, je parle bien d'hôtel presque zéro énergie. La Commission européenne vient de nous financer un programme sur 3 ans avec des partenaires assez prestigieux, puisqu'il y a l'Organisation mondiale du tourisme, il y a le réseau des régions touristiques européennes, qui se trouve basé à PACA. Je suis à 14, j'y arrive bien sûr. Et du coup, là-dessus, l'idée c'est d'accompagner, de donner une vertu, non pas simplement à la performance énergétique, parce que l'hôtel est là pour définir un service, mais d'essayer de donner une valeur active à l'engagement du consommateur, donc de la personne qui va être le guest, pour essayer d'accompagner l'hôtel sur une performance environnementale. Dernier sujet, on a une initiative Ville Inspirée, et je me dépêche parce qu'il me reste 1 minute pour essayer d'être pile dans le temps. Bon, évidemment, nous avons des rapports, des publications, nous voulons les multiplier. Nous avons des ateliers, des conférences, on en fait partout, tout le temps, et on essaye. Et enfin, je voudrais juste terminer sur celle-là, parce que je n'oublie pas le citoyen, c'est notre cœur de métier. Le citoyen, on a lancé une initiative qui s'appelle Agitater, Shake Your Earth, qui est dans actuellement une quinzaine de pays. Ça, c'est notre gros bébé, ça. On n'a pas de financement, on veut le faire sur nos moyens pour l'instant, on espère bien évidemment des mécénats à terme. Pourquoi? Parce qu'on veut que le citoyen puisse prendre conscience que ce qui se passe chez lui, c'est aussi ce qui se passe chez l'autre, mais que la perception de ce qui se passe chez l'autre, ce n'est pas obligatoirement la perception qu'il en a. Donc le même jour, au même moment, des gens au nord et au sud font exactement la même activité, parlent exactement du même sujet dans leur local. Et nous, derrière, on veut capitaliser ça, pour en faire derrière des manifestes, pour que les gens puissent comprendre, nos décideurs, nous-mêmes, les gens actifs, les gens engagés, comme le disait Odile, puissent eux-mêmes comprendre que dès lors qu'on va faire une action, ben finalement, il y a des résonances ailleurs. Et que les pépites, on doit les transférer. Et là, c'est des territoires d'expérimentation sociale incroyables. Le futur que nous faisons, que nous voulons, vous avez bien compris, le petit clin d'œil à Rio+20, nous pensons que le futur, nous devons le faire. J'ai plus l'âge, j'ai 50 ans, je ne suis plus à l'âge de dire que je voudrais. J'ai passé cet âge, malheureusement. J'ai envie de le faire, il me reste un certain nombre d'années à vivre ici. Et quelque part, j'aimerais que ça se passe bien. Et qu'à minima, le patrimoine que nous laissons soit cohérent. Donc nous sommes dans le futur que nous faisons. Bien évidemment, nous serions enchantés d'avoir des partenaires et d'élargir notre cercle d'acteurs. Entrepreneurs d'avenir, pour nous, c'est un petit clin d'œil parce que nous pensons que l'innovation entrepreneuriale, c'est un fédérant, c'est un acteur, c'est un levier d'action, bien évidemment. Personne n'a un rôle de méchant, simplement le rôle devient méchant quand on est stupide. Quand on partage la même vision, on a tous un rôle d'inspirer et on espère participer à cette chaîne. C'est les petits mots qui sont sur Google, je termine là-dessus et j'aurais été dans les temps, je suis désolé, j'ai 1 minute de plus, je m'en excuse. C'est les petits mots quand vous faites des recherches sur Google. Le citoyen de partout, au monde entier, cherche les mêmes mots. Notre boulot, notre inspiration, c'est de lui donner les bonnes réponses, de lui montrer que c'est faisable et que ce futur que nous voulons et que nous souhaitons tous, peut-être a un sens et que peut-être à plusieurs, nous pouvons lui donner vie. Je vous remercie et je m'excuse pour la minute de plus. Pardon.